Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce jeudi matin, est Antoine Ravard. Il est premier secrétaire du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Bonjour. Bonjour. On va parler de politique. Il y a beaucoup à dire ces temps-ci. J'avais envie un peu de paraphraser le titre d'un film des années 80, Cherche Premier ministre désespérément. Alors des noms circulent. François Bayrou est bien placé. On parle aussi de Bernard Cazeneuve, Catherine Vautrin ou encore Pierre Moscovici, tout comme Sébastien Lecornu. Voilà, ça fait un peu casting de film. Les Français attendent, et nous aussi, le retour du président de la République qui est en visite en Pologne. On devrait savoir ce soir qui sera le Premier ministre. Alors sous fond de tension à gauche, tout le monde n'est pas d'accord au sein du nouveau Front populaire. Qu'en est-il du Parti socialiste ? Le Parti socialiste, il dit la même chose depuis le résultat des élections législatives du mois de juillet. C'est que la seule question en fait, qui vaut pour les Françaises et les Français, c'est le quoi avant le qui. Le nom du casting, comme vous le dites, et là encore une erreur d'Emmanuel Macron qui pense animer l'actualité politique en sortant des noms successivement. La vraie question qui se pose, c'est de savoir quelle politique va être mise en place. Les Françaises et les Français ont sanctionné la politique économique d'Emmanuel Macron à l'occasion des élections européennes et des élections législatives, et ils étaient très majoritaire à soutenir la censure du gouvernement de Michel Barnier. Nous, ce que nous disons au Parti socialiste, c'est très clair, c'est quelle politique mettre en place. Cette politique doit se fonder sur des lignes principales du programme du nouveau Front populaire. L'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de la loi immigration et l'augmentation du SMIC et des petits salaires. Ça, ce sont nos lignes rouges principales. Nous sommes prêts sur le reste des textes à faire des compromis texte par texte parce que nous sommes lucides. Si nous sommes arrivés en tête aux élections législatives et que nous considérons que par conséquent c'est la gauche qui doit gouverner le pays, nous savons aussi que nous n'avons pas de situation de majorité absolue et donc nous sommes prêts à construire des compromis. Mais en réalité, ça a déjà été le cas, je tiens à le rappeler, dans le budget présenté par le gouvernement de Michel Barnier. Nous avions fait adopter, la gauche, de très nombreux amendements à l'Assemblée nationale, donc en situation de majorité. Et lorsque le Premier ministre a transmis le texte au Sénat, il a choisi de le transmettre le texte sans les amendements, qui pourtant avaient été votés de manière absolument démocratique. Donc voilà, nous avons quelques lignes principales rouges. Nous voulons les porter au gouvernement et sur le reste, nous construirons des compromis parce que nous sommes dans une situation de responsabilité et la priorité est à la stabilité. Alors on a entendu Olivier Faure néanmoins s'exprimer autour de la possible nomination de François Bayrou comme Premier ministre en disant voilà, on ne veut pas de François Bayrou. Qu'est-ce qui gêne chez le Parti socialiste, en tout cas chez François Bayrou pour que le Parti socialiste ne veuille pas de lui ? Nommer François Bayrou Premier ministre, dans l'instant, ce serait montrer finalement que le président de la République se contrefout du résultat des élections de cette année 2024, les élections européennes comme les élections législatives. François Bayrou est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas déposé de candidature contre lui en 2017 pour le rejoindre. Donc nommer un Premier ministre issu du camp macroniste, alors même qu'ils ont divisé par 2 leur nombre de députés, qu'ils ont fait 16% aux élections européennes pour un parti au pouvoir, c'est historiquement bas, rappelons-le. Ce serait tout changer pour que rien ne change, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, tout simplement parce que ce n'est pas respectueux du résultat d'élections démocratiques qui se sont déroulées à 3 reprises en cette année 2024. Bernard Cazeneuve passerait mieux auprès du Parti socialiste ? Encore une fois, Bernard Cazeneuve a été un Premier ministre et un ministre d'un gouvernement socialiste. Moi, je note que malheureusement, il avait choisi de ne pas soutenir le nouveau Front populaire, puisque lui aussi avait été soutenir sur le terrain un candidat du MoDem. Maintenant, il n'y a pas de la part du Parti socialiste de refus d'un tel ou un tel du moment qu'il n'est pas issu du camp macroniste. La question est la seule, je l'ai dit, c'est pour faire quoi ? Parce que si le président de la République nous vend un Premier ministre de gauche, mais avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et l'équivalent de Bruno Le Maire au ministère de l'Économie, c'est hors de question qu'on participe à ce gouvernement. Avec une dette à rembourser, avec une situation économique compliquée, les agences de notation en embuscade, une situation sociale très compliquée en France, on a l'impression que l'équation va être très difficile à résoudre, quel que soit le Premier ministre. Est-ce qu'il faut axer finalement le futur programme, mais je connais déjà un petit peu votre réponse, sur le social ?
Bien sûr, c'est la priorité du moment. L'inflation de l'année dernière a fait extrêmement mal aux ménages français. Elle continue, hein, même si elle s'est ralentie. À côté de cela, on a un ralentissement de l'économie mondiale et une multiplication des plans sociaux. La CGT en dénombre plus de 300 actuellement en France, dont certains importants dans la région, les fonderies de Bretagne entre autres, puis d'autres chez Michelin ailleurs en France et notamment dans l'industrie automobile. Évidemment que la priorité doit être au social. En cette fin d'année, il faut donner l'occasion aux Françaises et aux Français de déconnecter un petit peu de cette actualité politique angoissante, de se retrouver en famille avec ses proches et de pouvoir aborder l'année 2025 sereinement. Donc c'est pour cela que nous avons quelques priorités. Abroger la réforme des retraites, je l'ai dit, augmenter le SMIC et les petits salaires, travailler aussi sur l'augmentation des retraites agricoles, c'est un sujet important en ce qui concerne ici, rémunérer davantage la France qui travaille. On a vu que les agriculteurs étaient très en colère. La dissolution ne passe pas finalement. On a vu quelques permanences de députés, d'ailleurs de plusieurs sensibilités politiques qui ont été murées où on a mis quelques déchets devant. Il va falloir parler au monde agricole aussi. C'est important. C'est aussi un des défis, par exemple, pour le Parti socialiste. Alors d'abord, laissez-moi dire malgré tout que je condamne le plus fermement possible les activités violentes ou les dégradations de l'espace public qui ont été réalisées par certaines et certains dans les manifestations de la semaine dernière. Il ne doit jamais y avoir de place pour la dégradation de l'espace public parce que c'est extrêmement contre-productif. Maintenant, évidemment qu'il faut en permanence parler au monde agricole comme il faut parler en permanence aux employés, aux ouvriers, aux fonctionnaires, aux professeurs, aux praticiens de l'hôpital public, parce que c'est aujourd'hui tout un tas de travailleurs absolument essentiels à la vie du pays. C'est ceux grâce à qui nous avons tenu pendant la pandémie il y a quelques années. Et une nouvelle fois, ils sont immédiatement oubliés et la politique fait fi de leur cas. Donc oui, nous avons des priorités sur le programme agricole. Elles étaient incarnées dans le programme du Nouveau Front Populaire. Le refus du Mercosur, en l'état, parce que c'est un sujet d'actualité. Travailler sur l'augmentation. Il vient d'être signé par... Un petit peu en catimini. Mais là aussi, il faut pointer l'ambiguïté de la droite, qui se veut le défenseur du modèle agricole, mais enfin, la présidente de la Commission européenne qui a signé le Mercosur est membre du même parti que Michel Barnier, que monsieur Corentin Le Fur ici, et que d'autres, que Annie Genevard, qui était ministre de l'Agriculture il y a encore quelques jours. Donc il faut cesser les ambiguïtés et je dirais la même chose de Jordan Bardella et du Rassemblement National, puisqu'avec les macronistes, les élus européens du Rassemblement National sont les seuls à ne pas avoir voté contre le Mercosur à Bruxelles il y a quelques années. Donc moi j'ai à cœur et je le fais d'être au quotidien en proximité avec nos agriculteurs, avec les paysans, avec leurs familles pour travailler à l'amélioration de leurs revenus avec quelques propositions phares, quelques priorités en réalité. Instaurer et généraliser des contrats tripartites de manière à ce que le prix de vente des biens agricoles ne soit pas inférieur au coût de revient de nos paysans. Et il faut travailler, je l'ai dit, sur les retraites agricoles. Il faut travailler aussi sur le renouvellement générationnel de l'agriculture de demain. Avec, là encore, vous le disiez tout à l'heure, ce marasme dans lequel nous trouvons aujourd'hui, une attente très importante de la part des Français. Vous faisiez référence au Rassemblement National qui a réuni un peu plus de 11 millions d'électeurs la dernière fois. Il y a eu un signal d'alerte très précis. Est-ce que c'est le défi demain pour les forces de gauche, pour le Parti Socialiste, de répondre à ce signal et de s'emparer des dossiers? Souvent, on entend dire que les politiques sont pas assez sur le terrain ou sont déconnectés. En tout cas, pour ceux qui sont un peu éloignés de la Bretagne, par exemple, est-ce qu'il faut reconnecter justement avec les électeurs, avec les Français, avec les Bretons ? Alors, titre personnel, je suis connecté en permanence puisque je passe mes journées et mes week-ends à la rencontre des habitants du département des Côtes-d'Armor. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, nous étions à Rennes avec le Parti Socialiste, l'ensemble du Parti Socialiste breton et Olivier Faure. Nous avons inauguré le Tour de France des Françaises et des Français. Nous avons intitulé La France, parlons-en, et où nous avons réuni plus de 300 habitants des quartiers populaires de Rennes pour les écouter. C'était pas un meeting, il n'y avait pas de prise de parole d'Olivier Faure. L'idée était d'écouter, de saisir au maximum les enjeux de ses habitants pour que le Parti Socialiste renouvelle aussi son discours, l'actualise et puis colle aux principales préoccupations des Françaises et des Français. Donc c'est toujours le défi en politique que de réussir à tenir un discours clair avec des convictions, mais qui soit en prise avec le terrain,
avec la réalité que traverse chacune et chacun. Alors quand je parlais évidemment des élus, je parlais pas de vous, hein, nommément et personnellement, mais on a ce sentiment de déconnexion, par exemple, du gouvernement par rapport aux Français, ce qui fait mécaniquement monter le Rassemblement national. Hein. C'était un petit peu le sens de ma question. Justement, le Rassemblement national est là en embuscade, avec un nouveau Premier ministre qui sera vraisemblablement connu en fin de journée, avec toujours ce risque de censure. Là aussi, il y a eu j'allais dire un tiraillement au sein de la gauche, avec ceux qui sont pour la censure, quel que soit le Premier ministre, il n'est pas de gauche, et ceux qui ne sont pas vraiment convaincus par une nouvelle motion de censure, où il faudrait tout recommencer. Nous, au Parti Socialiste, nous ne sommes pas des partisans de la censure automatique. Ça n'a aucun sens de censurer par principe. La situation dans laquelle nous sommes, elle nous impose, je l'ai dit, deux choses. Un, que le président de la République respecte le résultat des élections européennes et législatives et appelle à Matignon un Premier ministre de gauche qui puisse conduire une politique radicalement différente de celle qui a été conduite par Emmanuel Macron depuis 2017. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, puisque personne n'a de majorité absolue, c'est d'être capable de faire des compromis texte par texte. Qui dit compromis dit qu'il faut commencer par le dialogue et l'écoute et non pas par la censure. Moi, la censure automatique, je n'y suis absolument pas favorable parce que cela crée de l'instabilité, de l'angoisse et à la fin, c'est les Françaises et les Français qui vont le payer parce que l'économie déraillera dans ce cas. On est très observé, hein, je le disais tout à l'heure, par les agences de notation, mais aussi par les prêteurs. La France, aujourd'hui, eh bien, se retrouve à un taux important pour le prêt. On parle d'un taux qui est quand même voisin de celui de la Grèce, ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que finalement, on creuse notre dette. Il faut arrêter la machine infernale à un moment. Là-dessus, je pense qu'il faut quand même raison garder. J'ai entendu au moment de la censure des ministres macronistes tomber dans le catastrophisme le plus absolu, et c'est ce catastrophisme qui fait monter le Rassemblement national en vérité. Et c'est à ce petit jeu que beaucoup de ministres macronistes n'ont absolument pas été à la hauteur de la fonction. Le taux aujourd'hui d'emprunt de la Grèce est d'environ 3%, comme celui de la France. Mais ce qui est insidieux, c'est que lorsqu'on dit cela, on pense à la crise grecque. À l'époque de la crise grecque, le taux d'emprunt de la Grèce était de 30%. Alors, je ne faisais pas le lien. Vous, je le sais, mais ça a été le cas dans la bouche de certains ministres de la République et je trouve ça absolument dangereux et dramatique. Il n'y a pas de risque de défaut de paiement pour la France. Je pense qu'il faut, malgré toute l'importance, d'aller vers la stabilité politique, d'aller vers un gouvernement qui puisse travailler. Il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme et inquiéter outre mesure les Françaises et les Français. La France ne fera pas défaut. Il n'y a pas de risque d'écroulement des finances publiques. Il y a la nécessité de travailler à un rééquilibrage des finances publiques. Et nous l'avions fait. Nous avons proposé un budget extrêmement clair, extrêmement précis que chacun peut consulter, qui assumait des économies. Nous n'étions pas outrageusement dépensiers. Nous assumions de dire que sur les 60 milliards d'économies nécessaires, nous pouvions faire 20 milliards de réduction de dépenses. Mais qu'il fallait faire 40 milliards de fiscalité nouvelle. Et c'était une fiscalité nouvelle tout en baissant l'impôt des Françaises et des Français qui travaillent et qui ont des revenus modestes. Je le dis parce que souvent on entend à droite, là aussi dans les différents camps de la droite, l'idée que parce que nous voulons augmenter les impôts des plus riches, nous allons taxer l'ensemble des Françaises et des Français. C'est absolument faux. Nous voulons taxer une poignée de Françaises et de Français, une poignée de multinationales étrangères qui concentrent les richesses, qui payent en réalité moins d'impôts en pourcentage de leurs revenus que l'ensemble des gens qui travaillent ici, que vous soyez paysans, chefs d'entreprise, ouvriers, salariés. Et c'est là où il y a de l'argent à outrance qu'il faut aller le chercher pour établir un principe simple, issu du Conseil national de la résistance, la justice fiscale, pour financer le système de solidarité. Alors, l'argent, aujourd'hui, fait défaut, en tout cas au moment où l'on se parle. On voit des collectivités territoriales qui font des économies. Il y a des difficultés pour assurer les missions. On en a parlé hier avec le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et on en a parlé il y a quelques semaines avec le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Des départements qui alertent en disant « Attention, on est à l'os, nos finances, on n'est pas sûr de les équilibrer si on nous demande encore plus d'augmentation dans un contexte déjà tendu. Est-ce qu'il faut là aussi très vite, j'allais dire, reprendre un cap raisonnable pour les finances publiques et surtout pour les départements ou les collectivités qui assurent des missions que l'État n'assure plus d'ailleurs sur le terrain? Il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, il est important de rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent que les collectivités locales, contrairement à l'État, sont dans l'obligation de présenter des budgets à l'équilibre. Elles n'ont donc pas de déficit structurel, ces collectivités locales. L'effort qui est demandé par Emmanuel Macron est là aussi un moyen
de répartir les demandes d'économie de manière à ne pas travailler sur la question des recettes et donc de la justice fiscale. Là aussi, c'est un moyen détourné de s'attaquer finalement au porte-monnaie, au niveau de vie des Françaises et des Français. Et puis il y a un deuxième élément en ce qui concerne notamment les départements. C'est que les départements n'ont plus aucune marge fiscale. Ils ne sont plus du tout maîtres de leurs revenus, c'est un petit peu technique, mais leurs revenus dépendent principalement de 3 choses, des dotations de l'État, de la TVA, donc c'est-à-dire de la consommation des Françaises et des Français, et de ce qu'on appelle des droits de mutation, c'est-à-dire une partie de taxation qui est reversée au département lorsque vous achetez un bien immobilier. Forcément, quand la conjoncture économique ralentit, les achats immobiliers diminuent, et donc le budget du département diminue. Mais dans le même temps, quand la conjoncture économique ralentit, les dépenses sociales s'accroissent. Et c'est le département qui est chef de file des dépenses sociales dans le pays. 60% du budget du département des Côtes-d'Armor est consacré à ces dépenses sociales. C'est le RSA, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est la prise en charge des enfants. C'est tout un tas de mesures absolument essentielles. Mais là aussi, il y a même pas une ambiguïté, mais un mensonge du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, depuis 2017, il s'attaque à la décentralisation et aux collectivités locales. Mais je crois qu'il ferait mieux de se concentrer sur son bilan, sur la manière dont il est perçu, et ses ministres le sont, parce que lorsqu'on interroge les Françaises et les Français, les élus locaux restent bien plus, j'allais dire respectés, c'est pas le bon mot, mais soutenus par les habitantes et les habitants de notre pays. Il y a aussi un domaine qui s'inquiète, en tout cas un secteur qui s'inquiète de ces contraintes budgétaires, c'est le secteur de la culture. Alors on en parle un petit peu, on va faire un petit peu de corporatisme aujourd'hui, si vous me le permettez, mais le secteur de la culture, et les radios en font partie, s'inquiète parce que voilà, certains départements, certaines régions ne peuvent plus financer les aides, les dotations pour les associations, que ce soit le théâtre, que ce soit le spectacle vivant, que ce soit les radios associatives, plus largement aussi le sport. Allez, on va aller un petit peu au-delà de la culture. Est-ce que c'est inquiétant quand on voit par exemple une présidente de région, Christelle Morancet pour ne pas la citer, de la région Pays de la Loire, qui dit voilà, on coupe les subventions pour faire des économies. Est-ce que c'est dangereux pour la culture, pour le sport, pour la cohésion territoriale, pour la cohésion aussi sociale? Là, c'est du pain béni pour la droite. On retrouve une de leurs marottes, c'est-à-dire à la moindre suspicion de difficultés économiques, on en profite pour cimber tout un tas de budgets. Évidemment que nous, c'est absolument différent. Vous savez, au Parti socialiste, François Mitterrand avait coutume de dire que tout projet politique est d'abord un projet culturel. Nous partageons absolument cette affirmation qui reste vraie. Et évidemment qu'il est urgent de renforcer le soutien aux politiques culturelles, aux politiques du sport, qui ont déjà été considérablement affaiblies par Emmanuel Macron. Je rappelle que le crime originel en la matière, c'est la suppression des emplois aidés dès 2017, qui a mis en difficulté beaucoup d'associations dans le secteur culturel et dans le secteur sportif. Il suffit de passer un petit peu de temps dehors le week-end dans notre département en Côtes-d'Armor pour voir que ce qui fait le climat social très positif et encore exceptionnel, unique de la Bretagne dans le pays, c'est la richesse du tissu associatif. Tout ce qui s'attaque au tissu associatif, le sport, la culture, mais d'autres associations également, les associations de solidarité notamment, les associations de défense de la tradition ou de la culture bretonne, par exemple. Tout ce qui s'attaque à ce modèle-là détruit le lien social et atomise petit à petit notre société. Donc nous sommes dans la dynamique exactement inverse. Et je me félicite d'ailleurs de rappeler, puisque vous avez mentionné la présidente des Pays de Loire, que hier, en conseil régional de la région Bretagne, le président de la région socialiste, Loïc Chenet-Girard, a lui bien rappelé que la culture et le sport seraient absolument épargnés et qu'il n'y aurait aucune réduction budgétaire. Et il est important de le mentionner. Nous sommes là dans la réalisation concrète de ce qu'est la différence entre un projet socialiste et un projet d'ultralibéralisme. Alors, important la culture, le sport pour la cohésion sociale, important aussi en ces temps où on voit, alors vous parliez d'atomisation, mais on voit un grand tangage aussi dans la société. Alors je dis tangage, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas une grande fracturation. La culture peut éviter là aussi de passer des caps et d'aller au-delà et de se retrouver avec une société qui ne fonctionnerait plus avec le fameux vivre ensemble que l'on met un peu à toutes les sauces.
Bien évidemment, la culture, c'est le ciment d'une société développée comme la société française. C'est ce qui fait que on ouvre son esprit, c'est ce qui fait l'éducation des plus jeunes, c'est ce qui crée du partage, de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est un sentiment qui est peu abordé en politique, mais qui est absolument essentiel à la bonne santé d'une société. Il y a de très beaux ouvrages à ce sujet et nous en faisons une priorité. Ça devra être une priorité du prochain gouvernement. Malheureusement, ça ne l'est pas. La ministre de la Culture actuelle parle à juste titre du patrimoine, mais elle aborde finalement très peu les questions des politiques culturelles. Quant à la politique sportive, qui là aussi est majeure, le président de la République s'est gargarisé des Jeux Olympiques. Ce que l'on voit, c'est qu'une nouvelle fois, il n'y a pas de ruissellement, comme par hasard, nous le savions, et que cette défense des Jeux Olympiques est restée en fait fermé autour de cet événement, mais qu'il n'y a pas de ruissellement vers le monde associatif sportif. D'ailleurs, je me défie de savoir qui sont les derniers ministres des Sports, qui changent à peu près tous les ans. Et il n'y a jamais eu de politique sportive dans les années d'Emmanuel Macron, si ce n'est le soutien aux Jeux Olympiques. Il faut maintenant passer au soutien aux associations locales, au sport associatif, à ce qui fait, encore une fois, la proximité, le lien social, et puis l'éducation populaire de nos enfants. Voilà, l'éducation populaire, on n'en a pas dit un mot, mais enfin, c'est très important aussi. On voit à travers toutes ces difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, culturelles, on voit quand même qu'une personne est dans la ligne de mire, c'est le président de la République. Alors je ramène un petit peu à la politique, permettez-moi Antoine Ravard, c'est ce côté qui énerve du président de la République, qui est arrogant, enfin voilà, on entend beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut le destituer, ce président de la République? La question est volontairement un peu provocatrice. Je ne crois pas, non. Vous savez, moi, je combats la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, mais pas sa personne. Sa personne, entre guillemets, ne m'intéresse pas. C'est sa politique qui m'intéresse, les conséquences qu'elle a sur les Françaises et les Français. Je ne crois pas que ajouter de l'instabilité à l'instabilité, de l'angoisse à l'angoisse, soit une solution de long terme. Je crois que lorsqu'on ajoute de l'instabilité et de l'angoisse, il n'y a toujours qu'un seul gagnant, ce sont les mouvements populistes et d'abord l'extrême droite et le Rassemblement national. Je n'y suis absolument pas favorable. Ce que je souhaite, je l'ai dit, c'est que le président de la République, par contre, se mette dans la tête qu'il y a eu des élections en 2024 et que pour nommer un gouvernement, il doit respecter le résultat de ces élections et donc appeler une personnalité de gauche à la tête d'un gouvernement qui, lui, sera chargé de créer des majorités de projets texte par texte, à l'Assemblée nationale. Alors le président de la République a exclu toute nouvelle dissolution en l'état. Voilà, l'avenir nous le dira. Si tant est que sa parole vaille encore quelque chose dans le temps long, mais... voilà, alors ça, je vous laisse responsable de vos propos. En tout cas, voilà, on devra aller vers une forme de stabilité, en tout cas institutionnelle. Comment le Parti socialiste, alors j'allais dire plus largement la gauche, va s'inscrire dans ces 3 années qui vont être difficiles, on l'aura compris, en tout cas intenses au niveau politique, pour préparer l'après, pour préparer 2027 en un mot? Nous sommes encore un peu loin de 2027, malgré tout. Je pense là aussi, il faut peut-être commencer par dire aux Françaises et aux Français que nous ne sommes pas absolument et tout le temps préoccupés par l'élection présidentielle. Ce qui nous intéresse, parce que nous sommes des responsables politiques, élus ou militants, c'est l'instant. Il faut régler les problèmes du moment pour les Françaises et les Français. Eux-mêmes n'ont pas la tête tournée vers 2027, ils ont tout à fait raison. Et d'ailleurs, si on veut absolument parler d'élections, avant ça, il y aura des élections municipales. Les maires sont soumis à des éléments contradictoires. Ils sont à la fois les élus les plus soutenus par les Françaises et les Français parce qu'ils sont en proximité, ils répondent immédiatement à des sujets de l'ultra quotidien, comme on a coutume de dire. Et en même temps, il y a de plus en plus de violence à l'égard des maires. Et là, je veux avec toute la fermeté, les condamner et puis réaffirmer le soutien tous les maires de France et notamment dans le département. On pense au maire de Saint-Brieuc, à la maire de Paimpol qui a aussi été victime d'une campagne absolument ignominieuse de calomnie sexiste. Et il faut condamner tout ça, il faut soutenir les élus locaux et puis il faut trouver des jeunes hommes, des jeunes femmes encore en activité, en prise avec l'économie du pays pour s'engager dans les mairies. On voit aussi qu'on va manquer considérablement de candidats dans un certain nombre de petites communes françaises lors des élections de 2026. Donc
il faut susciter des vocations. Il faut travailler, à mon avis, au statut de l'élu local, de manière à ce qu'on ne perde pas en conditions de vie lorsque l'on décide de devenir maire de sa commune. C'est un merveilleux engagement qui permet de répondre aux préoccupations quotidiennes. Là aussi, de garantir, c'est le rôle du maire, de garantir le lien social, de garantir la viabilité de la société. Alors on les entend, les maires dans Destination Commune sur Bretagne 5 le matin, avec Nathalie Villalon, ils font part de leurs préoccupations, mais aussi de leur réussite, de leurs envies. Certains jettent l'éponge et d'autres, vous parlez le renouvellement de génération, Antoine Ravard. Il y a ce renouvellement de génération. Comment encourager les jeunes aujourd'hui, pour aller candidater finalement dans leur commune, pour être candidat aux élections municipales, alors qu'on entend beaucoup de maires qui disent quand même c'est une grande charge aujourd'hui, administrative, technique, on ne peut plus se consacrer pleinement à notre activité de maire finalement. Là aussi, il y a des règles à changer. Il y a d'abord, à mon avis, une règle à changer, c'est peut-être trop peu abordé aujourd'hui, mais c'est quand même la question de l'indemnisation des maires. Il est vrai qu'on a aujourd'hui du mal à trouver des maires pour une raison simple, c'est que dans les petites communes, la plupart des élus locaux perdent en niveau de vie lorsqu'ils réduisent leur temps de travail dans leur emploi, pour passer à 50% par exemple, pour se consacrer à la mairie. Et quand on voit à côté de la charge de travail qui est demandée, je pense qu'il faut travailler à cela. Et puis ensuite, il faut effectivement ramener la politique vers les plus jeunes et leur expliquer que s'ils ont des ambitions pour la France et le monde, et beaucoup en ont, on l'entend, il suffit de militer quelques instants pour comprendre que les jeunes ont des envies, ils ont envie de créer le monde qui sera le leur, le nôtre pour les décennies à venir, et que finalement le meilleur moyen de faire cela, c'est de s'engager en politique à toutes les échelles. Ça peut être dans une association, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans un parti. Il y a beaucoup de possibilités pour s'engager et pour changer la société. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre au Parti Socialiste. Nous travaillons, nous réfléchissons, tout ça dans la convivialité, et puis nous le faisons en allant à la rencontre des Françaises et des Français, et nous le faisons au Parti Socialiste des Côtes-d'Armor dans le renouvellement. Le renouvellement, c'est important. Il y a aussi une forme de violence politique. On a vu votre permanence, en tout cas la permanence du Parti Socialiste, plusieurs fois attaquée, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas vandalisée. Est-ce que là aussi on a passé un autre cap ? Ce sera ma dernière question. On a clairement passé un autre cap. Moi, vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor. En 1 an et demi, nous avons été dégradés 4 fois. 2 fois par des groupuscules d'extrême droite, qui avaient notamment laissé des croix gammées et des insultes antisémites sur des affiches de Raphaël Glucksmann, notre tête de liste aux élections européennes. 1 fois par des personnes non identifiées, si j'ose dire, avec une vitrine brisée. Et il y a 2 semaines, par un groupuscule d'ultra-gauche qui, là aussi, menaçait de mort, puisque les mots ont un sens. Il était écrit « mort au PS » sur notre vitrine. 4 fois en 1 an et demi, c'est évidemment une accélération colossale. Et puis, il y a aussi eu des députés socialistes, ailleurs en France, vous l'avez dit, qui ont eu leur permanence murée, fracassée. Donc, il y a une augmentation de la violence entre les élus. Et là, c'est de la responsabilité de l'État également, de mieux protéger ses élus d'une part, et puis d'autre part, de renforcer la crédibilité de ceux qui s'expriment à longueur de journée sur les médias nationaux. Et là, force est de constater que les différents porte-parole des gouvernements, des ministres qui s'expriment beaucoup dans la presse, sur les radios, sur les télés nationales depuis des mois, ne font que saper la crédibilité des élus, parce qu'ils racontent absolument tout et n'importe quoi, et qu'il est nécessaire de revenir à la politique de terrain, la politique concrète que les Françaises et les Français soutiennent encore. La politique de terrain, j'avais dit que c'était ma dernière question. Mon réalisateur m'a dit dans le casque qu'il restait encore quelques secondes. Alors, je vous en pose une autre question. La réalité du terrain, on en a beaucoup parlé des élus également. Et il y a les Bretons que vous croisez sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Quelles sont leurs attentes, leurs espoirs ? Moi, j'entends beaucoup, d'une part, que beaucoup d'électeurs, de citoyens, nous soutenaient dans la censure de ce gouvernement, qui ne correspondait pas aux résultats des élections. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même, et il faut être lucide, et moi je le répéterai, une demande de stabilité, une demande vraiment de calmer ces angoisses. Nous sommes en plus en période de fête de fin d'année qui débute là, nous sommes à la mi-décembre. Il est important de passer à la stabilité. Vous savez, malheureusement, on voit que le microcosme politique parisien a un petit peu de mal à se dire que les Françaises et les Français n'ont pas autant de temps à consacrer aux politiques aériennes qu'eux-mêmes ont envie d'en consacrer à Paris. Donc il faut passer à autre chose, passer à de la gouvernance et faire avancer le pays. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin en direct. Je vous souhaite une très belle journée et de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.